de la fesse, donc 3-4 cm environ. Là. Serrez la main. Serrez la main. Ouais, très bien, super. On ne sait pas pourquoi il fait son coma. Est-ce qu'il a pris un coup sur la tête? Est-ce qu'il y a 10 milliards de causes de coma possibles? Ce qui nous fait très très peur, c'est les traumatismes crâniens et les traumatismes de la colonne vertébrale. Non, mais j'ai juste besoin de me décaler. C'est bon. J'aime bien agir dans l'urgence. Le cœur est reparti après 20 minutes. Donc là, on va auprès d'un enfant de 8 ans qui aurait été brûlé au visage et sur le tronc. Tiens, on va s'asseoir. Excuse-moi. C'est un environnement qui est très stressant, il y a des cris, il y a beaucoup de mouvements. Donc c'est important aussi de la rassurer. Ça fait rien, tu sens rien. Et en fait, on va regarder à l'intérieur de toi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Vas-y, je tiens. Lâche. Vous avez mal quelque part? Oui? Non? J'adore mon boulot, des choses qui nous donnent envie de le faire et qui nous donnent envie de rester debout à 4h du matin. Hôpital Henri Mondor, à Créteil. Il est 16h30. Une équipe du SAMU part en urgence. À 8 km d'ici, un homme vient de subir une agression à l'arme blanche. Il faut faire vite, car l'homme a peut-être un organe vital touché et il risque une hémorragie. On a des détails ou pas? Non, c'est juste que c'est un homme de 29 ans. 29 ans, coup de couteau dans la cuisse, 2-3-3, suite alcoolisation et drogue. Ok, on va voir. Ça roule. Ok, très bien. À tout à l'heure. Déjà sur place, les pompiers ont prodigué les premiers soins. L'équipe du SAMU prend le relais. La victime poignardée est allongée sur le sol. Laurent, le médecin, veut immédiatement constater l'étendue de la blessure. 3-4 cm environ, la profondeur on ne sait pas. Ouais. Donc le saignement était arrêté. Cependant ce monsieur c'est quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool et qui prend de la cocaïne. Ouais. L'homme est un toxicomane. A-t-il été victime d'un règlement de compte? Impossible de le savoir pour le moment. Son état est très préoccupant. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Oh là, il s'est passé quoi là? Il y a combien de temps qu'il est comme ça, un peu dans le coma? J'ai pas noté l'heure, mais ça fait environ une demi-heure. D'accord, ah oui. Il a pris de la coke. Il a pris de l'alcool aussi? Ouais, de l'alcool aussi. Qu'est-ce qu'il a pris, vous avez dit? Non, il m'a pas dit. La mère de la victime habite ici. Elle est descendue sur le trottoir pour être auprès de son fils. Vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé? En fait, mon fils il m'a appelé pour me dire qu'il s'était fait agresser par sa femme, qu'il avait pris un coup de couteau. Ouais. Il m'a dit j'arrive en bas de la maison. Il a pris de la drogue ou pas là, vous savez? Oh, je pense que oui. La femme de l'homme poignardé est elle-même toxicomane. D'après la mère de la victime, ce serait elle qui l'aurait agressé. On n'a pas de traces de piqûres, on n'a que des traces de saignement de nez, donc il doit sniffer sur ce monsieur. Le médecin du SAMU craint que le toxicomane ne fasse une overdose. Il cherche à le maintenir éveillé. Serrez la main. Serrez la main. Ouais, très bien, super. Tirez la langue dehors. Ok. L'homme réagit encore, mais il est en train de perdre connaissance. Au fil des témoignages, les circonstances de l'agression se précisent. Il aurait été poignardé par sa femme, enfin c'est ce qu'on dit, hein. C'est toujours avec des guillemets. Il aurait été déposé par une voiture ici et il était conscient tout à fait. Et petit à petit après, il se serait enfoncé, je ne sais pas. Et sa blessure, c'est grave? La blessure en soi n'est pas très grave. Et son état est... Là pour le moment oui, parce qu'on ne sait pas pourquoi il fait son coma. Est-ce qu'il a pris un coup sur la tête? Est-ce qu'il y a 10 milliards de causes de coma possibles? Appelé au départ pour une blessure au couteau très vite soignée, le médecin du SAMU est désormais confronté à un problème plus grave. Sous l'emprise de la drogue, le toxicomane vient de plonger dans le coma. Sa mère est en train de réaliser la gravité de la situation. Allez. Faites un bisou, faites un bisou. Attendez madame. C'est là, mon cœur, c'est là.
On y va? Bouba. Le temps presse. Plongé dans le coma, il respire moins bien. Pour oxygéner ses poumons, Laurent décide de l'intuber. À l'hôpital, les examens ne révéleront aucun traumatisme. Placé en réanimation, le toxicomane est finalement sorti du coma. Mais il restera hospitalisé une semaine. La mission des urgentistes se termine ici. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. Sa mission, intervenir 24 heures sur 24 sur les cas les plus graves, quand le pronostic vital est engagé. Et surtout arriver sur place en moins de 15 minutes. Pour sauver des vies, les équipes partent à bord de ces ambulances. De véritables hôpitaux roulants, où évoluent toujours un médecin, un infirmier anesthésiste et un ambulancier. 3 personnes qui doivent maintenir en vie les malades jusqu'à leur arrivée aux urgences. Ils sont envoyés sur le terrain par des médecins régulateurs qui répondent à tous les appels de détresse. Elle a déjà eu des antécédents cardiaques. Et donc là, elle a fait 2 crises aujourd'hui. Bon, les secours arrivent, monsieur, d'accord? Le rôle des médecins régulateurs, trier les urgences en fonction de la gravité des cas. Pour les cas les moins graves, les pompiers suffisent. Mais pour les situations dramatiques, c'est au SAMU d'intervenir. C'est à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, à 10 km de Paris, que se trouve l'un des plus gros SAMU de France, celui du Val-de-Marne. 1 300 000 personnes vivent dans ce département. Dans cet hôpital, une trentaine de médecins du SAMU 94 se relaient jour et nuit. Vous êtes brûlé au niveau du visage, là. Parmi ces jeunes médecins, Mathieu. Sur le terrain, ce père de famille se retrouve parfois face à la souffrance de jeunes enfants. Intervenir au domicile des victimes, c'est aussi faire un maximum de pédagogie auprès des familles. Un travail nécessaire que Julia réalise toujours avec beaucoup de douceur. Vous pouvez tout à fait lui parler, vous pouvez tout à fait lui dire ce que vous avez à dire, il n'y a pas de souci. Enfin, vous découvrirez Marion. Nouvelle recrue au SAMU, elle a dû très vite plonger dans le bain pour sauver des vies qui ne tiennent qu'à un fil. C'est bon. Médecin du SAMU du Val-de-Marne, rencontre avec ses sauveteurs, engagés dans une course contre la montre. Il est 16h. Au SAMU de l'hôpital Henri Mondor, les appels affluent. Le service est en effervescence. Mathieu, 31 ans, a démarré sa garde il y a déjà 12 heures. Il vient d'être appelé pour sa 5e urgence de la journée. Avant d'être interne, il a fait un stage au SAMU. Depuis, il n'a plus quitté ce service, pas comme les autres. Ce jour-là, ce jeune père de famille va être confronté à une intervention particulièrement délicate. Donc là, on va auprès d'un enfant de 8 ans qui aurait été brûlé au visage et sur le tronc. Donc, des brûlures qui sont potentiellement graves. Les brûlures du visage et du cou sont assez graves en termes de retentissement respiratoire qu'on peut avoir. Mondor Unité se présente. Pour le moment, Mathieu s'attend à gérer la souffrance d'un enfant de 8 ans. L'exercice n'est déjà pas simple, mais en arrivant, il va avoir une surprise. Bonsoir. Bonsoir. C'est le SAMU. Comment il s'appelle? Il n'a pas 8 ans. En fait, c'est une petite fille de 18 mois qui s'est brûlée en faisant tomber sur elle une bouilloire. La petite a échappé à la vigilance de ses parents. C'est arrivé à quelle heure, madame? Il y a 10 minutes. On va essayer de la refroidir un peu. Ils l'ont déjà fait? Combien de temps? Vous l'avez mis sous l'eau? On l'a mis sous l'eau froide tout début avant de vous appeler. Bonjour, bonjour, bonjour. Il me faut un peu plus de lumière là. On peut avoir quelque part? Excuse-moi. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Tiens, on va s'asseoir, Sophie. On va s'asseoir. Excuse-moi. Voilà, bravo. Voilà, bravo, chouchou, bravo. La petite fille est brûlée au 2e degré. Si l'enfant a avalé de l'eau bouillante, sa gorge et sa trachée sont peut-être abîmées. Pour éviter des problèmes respiratoires, Mathieu veut très vite vérifier l'état de la bouche du bébé. La dame, elle s'appelle Anne, c'est l'infirmière. Monsieur, c'est Thierry, c'est le docteur. Et moi, c'est Mathieu, je suis le docteur aussi. D'accord ? Très bien. Est-ce que tu peux me montrer? Tu peux me montrer la bouche? Regarde, il y a papa avec toi. Chouchou. Montre encore. Ah. Ouais, encore. Voilà, super. Encore. C'est pas mal. Encore. Ouais, c'est très
Mathieu et ses collègues ont du mal à l'examiner. C'est préoccupant, ça nécessite pas une réanimation d'emblée, c'est préoccupant. Elle a surtout très mal en fait, donc la préoccupation première, surtout dans ce genre de pathologie, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de signe de gravité, des localisations de brûlures graves, potentiellement graves. Ça fait très mal en fait, hein, les brûlures du SAMU. Monsieur, vous la prenez? Vous pouvez la prendre? Vous vous installez, vous vous asseyez bien correctement et ensuite on va lui mettre le masque. Voilà, super. Allez, asseyez-vous. L'équipe lui administre un gaz anesthésiant. Et dans les bras de son père, la petite fille se calme. On va regarder dans ta bouche, juste pour savoir si tout va bien. Les yeux, ça va? Oui, Ça va. Jusqu'à beaucoup plus. Très bien. Je lâche? Vas-y, on lève. Tout va bien, chouchou. Allez, on regarde. Ouvre la bouche, chouchou. Ah, voilà, tout va bien. Encore. Tout va bien, chouchou. Y a pas. C'est fini. Voilà, c'est fini, chouchou. Voilà. Très bien, t'étais très courageux. Bravo. Mais les pleurs reprennent. Également papa d'une petite fille du même âge, Mathieu va utiliser une méthode bien à lui pour calmer l'enfant. Ah, les crococos, les crocodiles, sur les portes ils sont partis, n'en parlons plus. Une comptine familière a beaucoup de bébés. Sur les portes ils sont partis, n'en parlons plus. On va la mettre dans la couverture de survie, la couverture jaune que vont sortir les pompiers, et on va l'emmener aux urgences. Je vais voir la maman. Inconsolable, la maman de la petite fille s'est enfermée dans sa chambre avec ses 2 autres enfants. Elle va les garder pendant que son mari se rendra à l'hôpital. La maman se sent responsable de l'accident. Alors Mathieu va tout faire pour la déculpabiliser. Je sais que c'était pas de votre faute. D'accord? Si c'est arrivé, c'est difficile d'avoir un œil partout tout le temps. Ok? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous rejoindre là ce soir? Je vais voir, je vais essayer d'appeler une copine. Bah ouais, mais je préfère que vous le fassiez tout de suite. Que je sache au moins qu'il y a quelqu'un qui vient. Parce que là, vous êtes toute seule avec les 2 autres pitchounes et ça va être un peu difficile quand on va partir. C'est important de rassurer la famille. Parce que... Ouais, c'est compliqué pour des parents. Déjà pour la petite, il faut que... C'est un environnement qui est très stressant, il y a des cris, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça rajoute un petit peu à l'agitation et à la douleur, en tout cas ressentie ou au mal-être du petit. Surtout ce qui est important, comme c'est très culpabilisant pour les parents, c'est aussi important de leur dire à chaud quand on est là que les choses vont vite, qu'on comprend, qu'on se met à leur place, qu'on est aussi parents et que c'est une hantise et que on sait que ça peut arriver malgré les précautions. C'est important aussi qu'on n'ait pas une attitude accusatrice et voilà. L'enfant est emmené dans un service spécialisé pour les victimes de brûlures. Le médicament antidouleur a fait son effet. Elle est bien calme là. Ouais. À chaque fois qu'il repart après une telle intervention, Mathieu a toujours un peu de mal à ne pas y repenser. Est-ce qu'on soigne de la même façon un enfant et un adulte? C'est toujours un peu plus compliqué de soigner un enfant. C'est compliqué parce que déjà c'est inhabituel pour nous qui faisons surtout des urgences adultes. Et puis c'est compliqué pour tout ce que ça représente en fait. C'est-à-dire? L'enfance, nombreux d'entre nous en ont. Donc déjà, c'est un petit peu le transfert sur les enfants est un peu particulier. Est-ce que tu as pensé justement à ton enfant? Oui. Ouais. C'est pas que j'ai chanté tout à l'heure, c'est à la mienne. C'est vrai? Ouais. Hospitalisée une semaine, la petite fille va devoir conserver des bandages pendant quelques mois. La peau d'un enfant de cet âge se régénère très vite, alors d'ici 2 à 3 ans, elle n'aura plus aucune cicatrice. Il est 2 heures du matin. La nuit constitue toujours un moment délicat à gérer, car c'est souvent là que surviennent les urgences les plus graves. Mathieu doit à nouveau repartir. Il est maintenant appelé sur l'intervention la plus fréquente de son service, une douleur thoracique. Il faut faire vite. Cette douleur cache souvent un problème cardiaque chez un patient. Bonjour monsieur. Docteur Aidé, je suis le médecin du SAMU. L'équipe du SAMU a mis moins de 10 minutes pour arriver. Au domicile, le malade a déjà été pris en charge par les pompiers.
en train de dormir. C'est la douleur qui vous arrive. C'est la première fois que ça vous arrive, cette douleur, hein? Monsieur, ne bougez pas, ne parlez pas, on va faire l'examen du cœur. L'homme a 50 ans. Mathieu soupçonne un très gros problème au cœur. Le patient se tord de douleur et les résultats de l'électrocardiogramme ne présagent rien de bon. Chaque minute qui passe joue contre l'état du malade. Votre électrocardiogramme, il n'est pas normal. D'accord. Et il se modifie avec la douleur. Ouais. Donc, le patient peut faire un arrêt cardiaque à tout moment. Mathieu doit réagir très vite. on peut lui faire tout s'il est hyper tendu. 19-10 là. Tout à l'heure, si ça passe pas, d'ici quelques secondes, on lui fera une petite bouffée de trinitrine. D'accord. Donc là, vous avez mal à combien là? Là maintenant, 10. Donc on va vous faire des antidouleurs, d'accord? Levez la langue, ouvrez la bouche, ça risque de piquer un petit peu et ou de tourner la tête, d'accord? Voilà, c'est bon. Merci. Donc votre électrocardiogramme il n'est pas normal et il se modifie avec la douleur. Ok. Ce qui est quand même assez évocateur d'une lésion aux artères du cœur, le coronaire. On vous a donné les médicaments pour éviter que l'artère se bouge complètement. Comment vous ça va mieux la douleur là? Ça diminue un peu? J'ai peut-être une compresse là. D'accord. Cela fait déjà 15 minutes que Mathieu est arrivé et pour lui plus de doute. L'homme est en train de faire un infarctus. Le médecin décide de parler à la femme du malade qui a prévenu les secours. Mais pour la préserver, il veut éviter de prononcer le mot infarctus. C'est le cœur, donc c'est préoccupant. On est là, on a fait les médicaments, on va aller dans un milieu spécialisé. Donc les risques sont diminués au maximum. D'accord. Mais ils existent quand même. D'accord. Ok. Hein voilà, que ça soit prêt à temps. On a appelé, c'est déjà ça, mais ça fait avez pas appelé. dur. Hein. Ouais, mais c'est Vous voulez pas, hein? Ben oui, ben vous avez bien fait. Alors bon. Vous avez bien fait. Et vous vous sentez comment là? Moyen quand même là. Ouais. Là, avec ce qu'il vient de me dire, ça reste préoccupant. Le mot préoccupant, il reste là quand même. Mais ça vous rassure que le SAMU soit là? Ah oui, oui, et puis qu'ils ont fait les premiers secours quand même. Ça me rassure quand même. Si sa femme n'avait pas appelé, le patient aurait sans doute fait un arrêt cardiaque. Après 30 minutes passées sur place, il n'y a plus de temps à perdre. Le malade doit être transporté d'urgence à l'hôpital. On va aller en coronarographie pour essayer de regarder si ce monsieur a vraiment une artère coronaire bouchée, pour la déboucher le cas échéant. C'est le vrai traitement en fait de l'infarctus. Un peu d'inquiétude quand même. On n'est pas tranquille, hein. Mais bon. On va prendre le dessus, il faut. L'épouse du malade va devoir patienter avant d'avoir de ses nouvelles. Grâce aux médicaments, Mathieu et ses collègues ont amélioré sa circulation sanguine. La douleur a disparu. Les médecins ont réussi à gagner un temps précieux. Donc vous êtes arrivé en salle de coronarographie, vous avez vu un petit peu. Mathieu a décidé d'assister à l'examen pour connaître le diagnostic final. Stressé. Stressé, ouais. Beaucoup stressé même. C'est désormais le médecin cardiologue qui prend le relais de Mathieu. Il doit examiner au plus vite l'état des artères du malade. Donc là, on est sur le réseau gauche du cœur. Il y a deux artères principales. Il y a l'interventriculaire antérieure et la circonflexe. Et on voit ici que c'est très serré. En fait, le flux a du mal à passer à l'origine de la circonflexe. Pour élargir l'artère, les médecins disposent de techniques bien rodées. Il y a plusieurs moyens. On peut mettre un petit ballon à l'intérieur de l'artère, gonfler le ballon, ça va réouvrir l'artère. Et le plus souvent, on peut mettre d'emblée un stent, c'est une sorte de ressort qu'on va mettre dans l'artère, qui c'est pareil, en fait, au moment où on va ouvrir le ressort, va permettre de dilater l'artère. Et c'est un ressort qu'on laisse en place après définitivement chez ces patients en général. L'homme a finalement subi une opération au cœur. Bon courage à vous. On prendra des nouvelles. Mission terminée pour Mathieu. Il est déjà 4 heures du matin. Des horaires que ce médecin et sa famille doivent gérer chaque semaine.
Et ça, tes proches, ils acceptent le fait que... Ils n'ont pas le choix. Ah bon? C'est comme ça, Ils comprennent? Ils comprennent que j'adore mon boulot et que surtout on y vit des choses qui nous donnent envie de le faire et qui nous donnent envie de rester debout à 4h du matin. Maintenant, quand on parle calmement, avec un peu de recul, c'est quand même un mode de vie qui est particulier. Donc, de temps en temps, quand on leur explique le volume horaire, le style de vie, ils comprennent. Enfin, ils sont très étonnés. C'est très étonnant hein, quand on en parle avec calme, et c'est très étonnant. La nuit au SAMU, les médecins enchaînent les interventions. Mathieu en a encore pour 4 heures avant de rentrer chez lui. Et la fatigue se fait sentir. Pour décompresser, il fait souvent un break en salle de détente avant la prochaine intervention. Oh, ça se dessine. Elle est okay. On fait des poupes à la maison. On fait des poupes à la maison. En portant sa fille. Chaque soir, les équipes du SAMU découvrent dans ces frigos le festin qu'ils vont pouvoir s'offrir. Des barquettes fournies par l'hôpital pour que Mathieu et ses collègues reprennent des forces. Bon, menu. Du riz, des tomates, un peu de fromage, et je vais faire bisquer mes collègues. Je vais aller chercher les restes de pizza que j'ai d'hier soir. Parce que sinon, c'est pas la non, c'est déjà bien, on est nourrit, mais non, c'est pas toujours extraordinaire. C'est les barquettes des malades, on mange la même chose que les patients. Un repas, mais aussi une pause pour échanger sur certaines interventions. Et en fait, moi, elle m'appelle, elle me dit juste, genre, il convulse, donc c'est vraiment juste à ce moment-là. Je pense qu'un peu comme dans tous les boulots, un peu stressant, un peu prenant, c'est important de s'arrêter, de discuter avec les collègues, passer du bon temps, respirer un coup, boire, manger. On a un métier un peu particulier, on vit des choses difficiles, on travaille sur des horaires complètement décalés, on a besoin d'avoir, de se sentir un peu comme dans une famille et de pouvoir discuter tous ensemble et partager nos expériences, et ça nous permet aussi de nous entraider. Pendant sa garde de 24 heures, Mathieu aura réalisé 6 interventions. Un rythme difficile qu'il assume à tout juste 31 ans. Et dans ce service, il n'est pas le seul. Chaque jour à 8h du matin, d'autres jeunes médecins prennent le relais de leurs collègues de nuit pour sauver des vies. Marion, 31 ans, vient de prendre son service. Cette nouvelle recrue a également dû se plier très vite à la cadence des urgences. Pour sa première intervention de la journée, Marion part très vite sur un accident de la route. A priori, moto contre un véhicule. C'est toujours flippant parce qu'on sait que c'est des sujets jeunes et souvent, et que les motards sont des gens vulnérables. À chaque départ, Marion n'a que très peu d'informations sur l'état du malade. Cette fois-ci, un motard aurait percuté à 160 km/h un véhicule. Elle n'en sait pas plus. 94 de Mondor 4 se présente. Alors, il est où? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je suis le médecin du SAMU. Ok, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me... En fait, la dame arrivée à contresens, elle a voulu faire demi-tour, le monsieur partait du feu. Et en fait, quand elle s'est déportée, en fait, il est arrivé, il partait du feu, il était environ 60 km/h. 60 km/h. Ouais, on partait pour 160 km. C'est demandé. Mais bon, déjà. D'accord. Choc frontal contre la portière, c'est ça? Ouais. En fait, il serait passé par-dessus. D'accord. Et nous, à notre arrivée, il était en position assise. Heureusement, la vitesse du choc est beaucoup moins importante que celle annoncée au départ par le médecin régulateur. Vous avez mal où essentiellement, monsieur? Un petit peu à l'épaule, dans le coude, là. Donc vous arrivez à bouger, la mobilité? Ouais, d'accord, ok, parfait. Vous arrivez à bouger les orteils? Ouais. D'accord, ok. Au niveau du dos, vous avez mal où? Non, pas du tout de douleur? D'accord. Vous savez quel jour on est? Mercredi. Ouais, de quel mois? On va le mettre. Avril. Avril. Ce motard portait un équipement adapté qui lui a sans doute permis d'éviter le pire. Il roulait sur cette nationale quand cette voiture a fait demi-tour dans sa voie.
Éjecté au-dessus de la voiture, le motard semble n'avoir aucune fracture. C'est un miraculé, mais sa moto est totalement détruite. Le monsieur est conscient, il se rappelle de tout. Il s'est pas levé parce qu'a priori il y avait une ambulance qui passait dans le coin qui lui a dit bien rester au sol, mais voilà, il n'y a pas d'urgence vitale immédiate, les constantes sont bonnes. Il se plaint juste de petites contusions, mais par contre il faut quand même qu'il soit surveillé à l'hôpital, qu'il y ait des radios de fait et quelques heures pour vérifier qu'il ne se dégrade pas. J'allais à mon travail en moto bien sûr, hein. Et puis il y a une dame qui a coupé la route. Elle a fait demi-tour sur la nationale. Vous n'avez pas pu l'éviter? Non. J'ai freiné, j'ai glissé, mais bon, tout à fait. Elle a fait tellement vite et qu'est-ce qu'on ressort de ces cas-là? on pense à beaucoup de choses. Ça va, vous vous sentez bien là? Là, ça va, là. Ouais. La femme du motard et ses fils viennent d'arriver sur les lieux de l'accident. Marion tente de les rassurer au maximum. Vous êtes l'épouse? D'accord. Bon, là, je suis en train de l'examiner. Moi, je suis le médecin du SAMU. D'accord. Là, on va le passer dans notre camion. On va bien le déshabiller. A priori, il se plaint du coude et du genou. Voilà. Mais vu l'état, la cinétique et tout, on va l'emmener quand même à l'hôpital, dans une salle adaptée de soins intensifs, pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions internes. C'est ce que je ferai. Marion redoute une hémorragie interne ou qu'un organe vital soit touché. Par précaution, le médecin du SAMU procède à un second examen du blessé dans l'ambulance. Pas de douleur là? Non plus? Excusez-moi, je vous chatouille. Ok. Vous avez dû avoir peur, vous n'avez pas perdu connaissance du tout, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? Ça va vite. Je vais aller voir l'état du casque quand même. Il était abîmé votre casque? Je sais pas. Vous savez pas? Marion veut s'assurer que la tête du motard n'a pas été touchée dans le choc. Vous aviez son casque, il n'a pas été trop abîmé? Le casque, ça va, il n'a pas été enfoncé ou autre? Non, juste là. Ouais, là, il a pris là, il y a des rayures. Ok, il n'y a pas d'enfoncement? Non, d'accord. L'automobiliste en cause a été emmené au commissariat pour être interrogé. Au bord de la route, l'un des fils du blessé est remonté contre elle. Ce que je ressens, c'est de la haine envers le conducteur qui a pas su gérer, qui a fait n'importe quoi, parce que griller une ligne blanche, voilà. Puis sans clignotant, une moto, la seule combinaison qu'on a, c'est le casque, le manteau, les gants. Voilà, c'est notre carénage, donc faut faire super attention. Je suis motard aussi, et quand je vois des choses comme ça, Ça fait réfléchir. De toute façon, quand je suis arrivée, je le voyais mort déjà. Parce que je me suis dit, il passait au-dessus de la voiture, quoi. Les deux véhicules accidentés sont évacués. Au final, plus de peur que de mal pour le motard. Donc là, c'est rassurant. Il est très choqué par contre par ce qui s'est passé. Voilà, il va rester à l'hôpital quelques heures pour faire des radios, vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de... Il bouge tout. Il plaint juste de quelques douleurs, mais vous allez pouvoir aller le voir. Oui, vous allez pouvoir le voir. Aux urgences, les examens complémentaires n'ont rien révélé. L'homme a finalement quitté l'hôpital le soir même. Il s'en est bien sorti. Si Marion a choisi ce métier, c'est pour les sensations que lui procurent les urgences. J'aime bien justement tout ce qui est adrénaline, agir dans l'urgence. Et puis j'aime bien aussi tout ce qui est technique. Donc là, voilà, perfuser, intuber, c'est des gestes. Bon, ça me plaît. Et puis parce que j'ai fait médecine générale et qu'au début, je me voyais pas m'installer cabinet toute seule. Donc vivre un peu l'urgence pour savoir gérer l'urgence plus tard. Pour ce jeune médecin, chaque sortie est un saut dans le vide qu'elle doit réussir. Quelques heures plus tard, Marion va justement faire face à l'une des interventions les plus dures à gérer, un arrêt cardiaque sur une femme de 65 ans. On appréhende, surtout quand c'est des personnes qui sont quand même jeunes, 65 ans. On se demande un petit peu sur quoi elles ont fait l'arrêt, dans quel état on va les retrouver. Mais c'est pas trop frustrant la coller comme ça C'est pour ça un petit peu qu'on fait du SAMU, on ne sait jamais où on va arriver. Donc faut qu'on découvre tout d'un coup. Donc. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? 65 ans, madame, dans en particulier, la personne qui est en privé. Ouais. Pendant 10 minutes avant notre arrivée. Ça fait 20 minutes, en gros, que le massage il est commencé.
Ouais, il est 11h20 presque. Le cœur de cette dame s'est arrêté il y a déjà 20 minutes. Une éternité. Assise par terre, au fond du salon, sa fille. C'est elle qui a prévenu les secours. Elle est sous le choc. Les pompiers préfèrent l'éloigner pour le moment. Désormais, c'est Marion qui va diriger toutes les opérations. Au chevet de la dame, le médecin doit lui insuffler en urgence de l'oxygène. Le seul moyen, procéder à une intubation. Un exercice difficile. Non, mais j'ai juste besoin de me décaler. Les cordes vocales sont fermées. C'est bon. Hop. J'ai un sparadrap à côté de moi. Je veux bien que quelqu'un... Donc je vois si je suis dedans. Quelqu'un ballonne. Vas-y, 2 secondes. Ouais. Vas-y, je tiens. Lâche. Je te connecte après, puis quelqu'un, moi je vais essayer d'avoir des informations. Marion vient de vivre 2 minutes de stress intense, mais elle conserve son calme. Les pompiers vont poursuivre le massage. Pour se donner une chance de récupérer la malade, le médecin a besoin de comprendre très vite les raisons de cet arrêt cardiaque. Elle décide donc de parler avec sa fille. Est-ce qu'on peut se mettre dans une petite pièce à côté? C'est bon, madame, mon problème. Ouais, allez-y. Vous avez assisté à toute la scène? Vous vivez avec elle? Comment ça se passe? Mon papa est parti chercher un défibrillateur externe à la demande du régulateur. Du régulateur, oui. Hier soir, elle n'était pas en forme, mais bon, du coup, elle a été couchée. Et ce matin, elle parlait. Elle m'a dit et là, après, elle a fait et d'un seul coup, et là, elle a commencé à avoir les yeux qui partaient. Et après, elle a commencé à devenir cyanosée. D'accord. Donc, a priori, c'est plutôt la respiration qui a flanché au début, et puis après, le cœur, après, manquait d'oxygène. Parce qu'a priori, ça serait peut-être plus respiratoire. Elle était vraiment gênée pour respirer, et après, elle était un peu sonnée. Pour faire repartir le cœur, l'équipe du SAMU a injecté une dose d'adrénaline à la victime et poursuit le massage cardiaque, qui dure déjà depuis 25 minutes. Mais rien n'y fait. Marion retourne voir la fille de la patiente pour l'informer de la situation. Donc là, on continue. On met tout ce qu'il faut comme médicament. Après, j'essaie de trouver la cause. Ça fait vraiment plutôt respiratoire initialement. De toute façon, oui. On n'a pas de pouls? Justement, il y a un Ah. Ouais, le cœur est reparti après 20 minutes de massage efficace et l'adrénaline. Je voulais juste essayer. Dans le salon, l'espoir renaît. Tout vient de s'accélérer. Après de longues minutes de massage cardiaque, le cœur s'est remis à battre. Marion informe immédiatement sa fille, ainsi que le mari de la dame, qui était parti chercher un défibrillateur. Son cœur vient de repartir. D'accord? C'est très fragile encore. On maintient ça avec des médicaments et autres. Maintenant, on va essayer de savoir pourquoi elle a fait ça. On va l'emmener à l'hôpital en réanimation. Comme je vous dis, c'est fragile. Il peut se passer encore plein de choses. Donc là, je vais passer un bilan à mon collègue régulateur qui est médecin pour lui expliquer un peu la situation. Avant le transfert, comme le veut la procédure, Marion va informer le médecin régulateur qui l'a envoyé de la situation. Alors, on est parti pour une femme de 65 ans. C'est aussi ce médecin au téléphone qui va lui indiquer l'hôpital prêt à accueillir la malade. Dans le salon, la fille est revenue au chevet de sa mère. Encore quelques minutes avant le départ vers l'hôpital. Attention pour lever. Bon bah messieurs, merci. Merci à vous. Au revoir. L'état de la patiente est extrêmement fragile. À bord de l'ambulance, Marion ne la quitte pas des yeux. Un transfert par route provoque toujours des secousses qui peuvent entraîner un nouvel arrêt cardiaque. Après quelques kilomètres, l'état de la malade se dégrade. Marion décide de stopper le camion. Mathieu, si tu peux t'arrêter sur le côté un petit peu, s'il te plaît. On se pose le temps de reprendre une tension parce qu'elle chute un peu en SAT. Elle n'arrête pas de chuter, là on a l'oxygène, on fait tout ça. Le rythme cardiaque de la malade est en train de baisser. Elle n'a plus assez d'oxygène dans le sang. Marion rappelle le médecin régulateur
pour le tenir informé de cette évolution. Oui, je t'appelle pour un avis. On a une patiente qui se dégrade, la patiente qui est en arrêt cardiaque. Malgré la bonne ventilation, FiO 200%, elle baisse en SAT. Et je pense que le transport la dégrade énormément en fait. Tu vois, là on se pose, elle remonte sa SAT tout doucement. On roule doucement et voilà, si elle fait... Voilà, si... Ok, très bien, c'est noté. Je pense qu'elle se dégrade fortement pendant le transport, donc de toute façon on va essayer d'y aller et si là elle fait l'arrêt à nouveau, on thrombolysera. J'ai rappelé le régulateur pour avoir un avis, savoir qu'on suspecte l'embolie pulmonaire chez cette femme, donc voir un petit peu si on la traite directement. Là, lui, sur ses conseils, on n'est pas très loin, on continue à rouler doucement. Si elle se remet à faire l'arrêt, là on ne se posera pas de questions, on traitera. Donc au niveau... Une embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang qui bouche la circulation sanguine entre le cœur et le poumon. Après 30 minutes, l'ambulance arrive enfin à bon port. Le cœur de la dame a tenu bon, mais son état s'est tout de même dégradé. Au service de réanimation, la priorité des médecins, c'est de faire une échographie pour repérer un caillot de sang qui boucherait une artère. Et le diagnostic de Marion va s'avérer juste. La séparation entre la partie droite et la partie gauche du cœur, la partie droite est beaucoup plus grosse justement, elle est dilatée. Donc ça peut vouloir dire justement qu'il y a un problème au niveau de la circulation pulmonaire. Donc ça correspondrait un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, je prendrai des nouvelles. Hein. Bon courage. Merci. Au revoir, merci. Et ça, c'est pas trop frustrant parfois de laisser... C'est frustrant, mais c'est le jeu. Et après, nous, souvent, on prend des nouvelles. On a un petit classeur où on suit un peu l'évolution des patients et savoir... Parce que ce qui est frustrant, c'est pas d'avoir de nouvelles et de laisser le patient. Et bon, ça sert un peu dans les autres prises en charge si on a un cas similaire lors d'une nouvelle intervention. Marion aura réussi à relancer un cœur. Malheureusement, quelques jours plus tard, elle apprendra que cette patiente n'a pas survécu. Chaque jour dans le Val-de-Marne, 5 équipes du SAMU sont sur le terrain. Elles enchaînent les interventions. Parmi ces urgences, 10% concernent des enfants. Pour communiquer avec eux et leurs parents, les médecins doivent à chaque fois développer des trésors de patience. Un exercice dans lequel Mathieu excelle. De retour à l'hôpital, il vient de réattaquer une nouvelle garde et part vers une maison de quartier pour jeunes. Un enfant de 11 ans vient de chuter lourdement. Les pompiers viennent d'arriver sur place. Bonjour. Bonjour, on filme l'extension. Ok. Il a quand même le bitume qui a... Il est tombé sur du bitume? Ouais. La hauteur, exactement, je suis allée voir. C'est mon bras tendu, c'est là où il avait ses pieds. D'accord, donc c'est pas 4 mètres en gros. Non. Il est où là? Là, sur le... Alors il est assis là. Alors, ils l'ont déplacé, il est tombé là-bas. Donc on va l'allonger, on va lui mettre le collier, d'accord? De principe. Ouais. D'accord, faut pas qu'il reste comme ça. Mathieu est agacé. Certaines précautions d'usage n'ont pas été respectées. Il est assis, le gosse. Il est tombé de 4 mètres. 2 mètres, plus de 2 mètres, il est assis. C'est grave? Ah bah ça peut être grave, ouais, ça peut être grave. Je m'appelle Mathieu, je suis le docteur du SAMU. Tu vas pas bouger ta tête, d'accord? C'est le pompier qui tient. Tu as mal là? La tête, ça fait mal la tête? D'accord. Tu as tapé la tête quand t'es tombé? On peut aller voir les témoins. Moi, je vais regarder les. Pour mesurer la violence de la chute, Mathieu se rend sur le terrain de foot où jouait l'enfant au moment de l'accident. Ce qui nous fait très peur, c'est les traumatismes crâniens et les traumatismes de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle du rachis. Et ensuite, les autres lésions qui nous font peur sont les lésions viscérales. Les poumons, le foie, le cœur qui a bougé, des choses comme ça. Il faut qu'on soit prudent avec ce petit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est évanoui, qu'il était plus là? Quand il était tombé, il avait pleuré. Il a pleuré tout de suite? Tout de suite. Il n'était pas endormi? D'accord, il n'a pas eu de mouvement anormal? Il a juste pleuré. Ok, ça marche, merci beaucoup. Il est monté sur le grillage pour aller chercher un ballon qui était bloqué, donc il est tombé, il avait les pieds environ à 2 mètres, il est tombé d'un peu plus de 2 mètres. Quoi. La maman du garçon vient d'arriver. Elle a été prévenue par la responsable du centre. Compte tenu de la hauteur de la chute, Mathieu et ses collègues vont réaliser des examens approfondis. Mais vous allez voir, tout va se faire sur place, avec des moyens techniques étonnants. T'as jamais fait d'échographie? C'est des ultrasons, ça fait rien. Tu sens rien. Et en fait, on va regarder à l'intérieur de toi. D'accord? Super. Bon, on va écarter ton bras, chouchou.
c'est à l'aide de ce petit écran de la taille d'un téléphone portable qu'ils vont sonder le corps de la jeune victime. Ouais, super. Bon, ça va bien, très bien. Okay. Magnifique. C'est une échographie qui est ciblée pour les traumatiser, pour à la recherche d'un épanchement, notamment un épanchement sanguin, dans le thorax ou dans l'abdomen, ce qui est en fait des marqueurs d'urgence. Rien d'alarmant au niveau des fonctions vitales. Je vais regarder ton bras maintenant, d'accord? Je vais regarder ton poignet. Tu vois, je pense que l'articulation est là et qu'en fait ça doit être cassé ici. Oui, exactement. En fait, tu as l'os qui est la ligne blanche ici, là. Et en fait, tu vois qu'entre ces deux fragments, ici, bah, tu as ce qu'on appelle une rupture de la continuité. C'est probablement une fracture, une petite fracture. Grâce à son écran de poche, Mathieu vient d'identifier une fracture au niveau du poignet. Sa priorité désormais, rassurer la maman du garçon. Après le premier examen, il n'y a pas de lésion grave. D'accord. Bon. Il s'est un peu abîmé les os du crâne, les os de la face. Les os? Là, ici, ouais. Ici, un os, ici. Donc, est-ce que c'est juste une contusion? Est-ce que c'est cassé? Je sais pas. Mais a priori, il n'y a que ça. Et au niveau du bras? Et oui, il y a le niveau du bras aussi, bien sûr, il y a le poignet. Mais pour moi, le poignet, c'est vrai, le poignet, c'est pas une lésion grave. Mais probablement, il s'est cassé le poignet. D'accord. Ça va, on est quand même bien rassurés. Il nous explique un peu toutes les étapes dont on en sait vraiment. Ça va, c'est... Oui, ça va mieux. Un peu sous le choc, mais ça va. Ça va mieux la douleur? Oui. Ouais, super. Pour tranquilliser l'enfant et dédramatiser la situation, Mathieu va faire copain-copain avec lui. Quel poste tu joues au foot? Attaquant. T'es un attaquant, t'es un numéro 9. Tu marques un peu ou ton entraîneur il s'énerve? Non, tu marques? Je vais essayer d'être gentil avec toi parce que si d'ici quelques années tu deviens footballeur professionnel et que t'es plus fort que Ronaldo, j'aimerais bien que tu te souviennes de moi, quoi. Et tu sais quoi, on va te faire signer un autographe tout de suite. Ouais, voilà. Parce que comme ça on l'aura. Si les patients sont très angoissés, s'ils sont agités, s'ils ont peur, s'ils comprennent pas ce qui leur arrive, bah on arrive moins à les soigner, à leur traiter la douleur, on arrive moins à leur faire comprendre ce qui se passe. Donc c'est important aussi de les rassurer, ouais, de parler avec eux, d'autres choses aussi que de ce qui s'est passé. En tout cas, je vous remercie beaucoup, hein, vraiment. Je vous en prie, merci bon beaucoup. courage pour la suite. Merci à vous et puis bon courage à vous aussi. Hein. Merci, au revoir. À l'hôpital, les examens confirmeront une simple fracture au poignet. Un moindre mal, car dans sa chute, la colonne vertébrale du garçon aurait pu être touchée. Plâtré au bras, il va désormais devoir attendre quelques semaines avant de reprendre le football. Toute la journée, Mathieu et ses collègues enchaînent les interventions. Arrêt cardiaque, coma, accident domestique. Heure après heure, les médecins continuent de confier aux urgences d'autres patients. Julia, elle, a pris sa garde il y a déjà 7 heures. Arrivée dans le service il y a 6 ans, Julia est une jeune femme d'une nature timide. Au fil des interventions, elle s'est construite une carapace qui l'aide à tenir le choc en toutes circonstances. Ce matin-là, Julia doit intervenir sur un homme de 81 ans, tombé dans le coma après une chute. Bonjour. Déjà victime de plusieurs problèmes cardiaques, le malade vivait la plupart du temps alité. Pris en charge par les pompiers, son état est critique. Et l'histoire, du coup, il est tombé? En fait, il est tombé. Après, avec le voisin, il l'a remis dans son lit. Et à ce moment-là, il était conscient encore ou pas du tout? Si, il était conscient. Il était conscient, il s'est dégradé au fur et à mesure. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que c'est l'auxiliaire de vie qui était sur place. C'est à quelle heure la chute? La chute est aux alentours de 6 heures ce matin. Julia veut très vite tester ses réflexes. On va évaluer la profondeur du coma. Il est dans un coma assez profond. Aucune réponse corporelle, une tension à plus de 20. Pour Julia, le verdict est sans appel. L'homme ne sortira jamais de son coma. Comment annoncer la nouvelle à son épouse? Sa femme est... Et il part là-bas. Julia va devoir y aller en douceur. Madame? Bonjour, je suis le médecin du SAMU.
Alors je vous explique. Là, il est dans le coma, dans un coma profond. Là, il est dans le... Ouais, il est dans un état très grave. Et ce qui paraît le plus probable, c'est qu'il y ait eu un segment au niveau de sa tête. Qu'il y ait eu une artère de la tête qui est saignée. Ah bon? D'accord, c'est extrêmement grave. Julia vient de faire passer un premier message. Mais pour le médecin, le plus dur reste encore à dire. La préparer à la mort de son mari. Si c'est un segment au niveau de la tête, le segment, il doit être majeur. D'accord? Donc ça voudra dire que son état ne redeviendra jamais comme avant. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà discuté avec lui de quoi faire en cas de maladie grave? Est-ce qu'il fallait aller en réanimation, lui mettre un respirateur, toutes ces choses-là? Est-ce que vous aviez déjà discuté de ça avec lui? Non. D'accord. Lui, il était comment par rapport à ça? On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. D'accord. Compte tenu de son âge, il est assez âgé, compte tenu de tous ses antécédents médicaux, compte tenu du fait qu'il sort plus de la maison tout seul, enfin qu'il marche plus dans la maison tout seul, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à lui faire de la réanimation active, à l'embêter dans ce qu'on appelle de l'acharnement thérapeutique, ce qui peut être considéré comme de l'acharnement thérapeutique? Non. Plutôt que de maintenir en vie coûte que coûte son mari, la dame s'est résolue à le laisser partir, même si le choix est douloureux. Ce qui doit arriver arrivera. Hein. De toute façon, vivre comme un légume, c'est pas la peine. Je suis pas pour. La fille du patient vient d'arriver. Elle ne connaît pas encore la réalité de l'état de son père. Là, je suis là, papa, t'inquiète pas. Julia va aussi devoir faire preuve de pédagogie avec elle et lui expliquer ce qu'il en est réellement. Ce qu'on se propose de faire, c'est d'aller en premier temps au scanner, de vérifier que c'est bien un hématome, de vérifier que l'hématome est important comme il paraît, et de ne pas l'embêter, de ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Ouais. Si la gravité se confirme, on va le laisser tranquille et le permettre qu'il s'en aille dans des bonnes conditions et qu'il ne souffre pas. D'accord? Je voudrais lui dire au revoir. Mais alors, pour l'instant, si c'est du sang dans la tête, il ne reprendra pas connaissance. Il n'entendra pas ce que tu dis. Après, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous pouvez tout à fait lui parler. Vous pouvez tout à fait lui dire ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de souci. Mais il n'entend pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous pouvez lui dire ces choses. Il ne vous répondra pas. Mais vous pouvez lui dire toutes les choses. Oui, vous pouvez quand même lui dire toutes les choses que vous avez à lui dire. D'accord? C'est plus difficile parfois de gérer la famille ou parfois de gérer C'est en général plus difficile de gérer la famille que le patient. C'est-à-dire parce que c'est leurs proches. Accepter de le laisser partir, c'est compliqué. Malheureusement, en même temps, il faut laisser partir ses proches et dans des conditions plutôt d'accompagnement et sans l'embêter trop et lui faire des soins qui seraient inadaptés et inefficaces. Quelques secondes pour dire adieu et tourner la page de toute une vie. C'est pas grave, papa. Tu seras mieux, tu seras moins fatigué. Je t'embrasse, je t'aime, c'est tout mon cœur. Direction l'hôpital. Julia est persuadée que l'homme a une importante hémorragie au cerveau. Mais elle doit confirmer ce diagnostic en réalisant sur lui un scanner. Toute cette partie blanche là, c'est du sang qui est autour du cerveau, qui est dans le cerveau. C'est ce à quoi on s'attendait. Il y a une hémorragie majeure chez un patient en plus qui est âgé, comme on avait dit. Comme le prévoyait Julia, le monsieur s'en est allé quelques heures après son arrivée à l'hôpital. Pendant ce temps, Mathieu est toujours à pied d'œuvre. Cela fait 8 heures qu'il sillonne le département pour secourir les malades. Comment être sûr de prendre la bonne décision pour sauver un patient? Comment gérer les minutes qui s'écoulent sans risquer la vie des malades? C'est ce que Mathieu doit gérer tous les jours.
Malgré les cadences imposées par son travail, il doit en permanence garder son sang-froid. Mathieu arrive au domicile d'un homme de 46 ans qui vient de faire un malaise. C'est sa femme et sa fille qui ont prévenu les secours. Vous avez mal quelque part? Oui, non? Non? D'accord. Le malade a une cirrhose du foie et a subi un traumatisme crânien il y a 2 ans qui lui a laissé des séquelles. Depuis, il fait régulièrement des crises d'épilepsie qui le plongent dans un état de sommeil profond. Il est comme ça depuis la matinée. Là. Depuis ce matin? Ça va très vite. D'accord. Et ça, c'est à chaque fois qu'il fait la même chose, à chaque fois qu'il fait ses crises, c'est pareil, il est comme ça. C'est ça? Il plonge vite. D'accord, ok. Bon. En quelques minutes, l'état du monsieur vient de s'aggraver. Là, il réagit plus, là, en fait. Non. On a passé le médicament pour éventuellement faire passer la crise, si c'était une crise. Mathieu a senti l'angoisse monter chez l'épouse et la fille du malade. Il préfère les éloigner. Vous voulez bien m'attendre dans le salon? Je vais venir vous voir juste après. S'il vous plaît. C'est une situation qui est stressante pour la famille, qui est impatiente et c'est normal. Donc il faut que tout le monde soit au calme et eux et nous, voilà, qu'on soit sereins. Monsieur S'agit-il vraiment d'une crise d'épilepsie? L'homme est-il en train de plonger dans le coma à cause de sa cirrhose? Quel type de médicament lui donner? Mathieu est perplexe. Là, c'est difficile de prendre une décision. Ouais. C'est difficile de prendre une décision qui ne va pas être délétère pour le malade en fait. Si on l'intube par exemple, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc qu'on lui fasse courir un risque supérieur à l'attente. Mais l'attente n'est pas la solution idéale non plus. Donc voilà, on est entre... Je vais voir la famille, je reviens. Vous avez bien fait de nous appeler, parce que vous avez vu que là quand même il est un peu endormi. Oui. Alors, est-ce qu'il est endormi parce qu'il fait une crise d'épilepsie? C'est le point d'interrogation. Là, il est à nouveau dans le coma. D'accord? Il était endormi tout à l'heure, il était somnolent, c'était déjà un début de coma. On va se donner un petit peu de temps. On va pas se précipiter. Si jamais il se réveille pas, s'il est toujours dans le coma, là, parce que là, il est vraiment endormi, on va être obligé de l'intuber et d'aller en réanimation encore. Hein. La fille du malade accuse le coup. On peut pas continuer comme ça, il doit y avoir quelque chose. En fait, on est toujours dans l'incertitude, comme là. J'entends ce que vous dites, mais ce que je vois sur le dossier, et je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il est très malade. Son cerveau est très malade. Oui, je sais. Bon, donc il y a un moment donné où la médecine se retrouve un peu impuissante sur des maladies compliquées qu'on n'arrive pas à traiter. Mathieu revient dans la chambre du patient. Il espère un réveil rapide de sa part. Mais son état ne s'est pas arrangé. S'il s'agit d'une aggravation de sa cirrhose et pas d'une crise d'épilepsie, le temps joue contre lui. L'homme risque de ne plus jamais retrouver ses facultés et de mourir. Mais en quelques secondes, la situation va changer. Bon bah il tousse. C'est une bonne nouvelle, il tousse. Le patient réagit. Mathieu respire. Vous m'entendez? Oui, super. Ouvrez les yeux. Allez, ouvrez les yeux. Je vois que vous faites l'effort, c'est pas mal. Il y a un vrai retrait, très bien. Bon, ça va mieux. Avez-vous mal quelque part? Ouais. Où? Au bras? C'est moi qui vous ai fait mal? Ouais. Ah, je suis pas sympa, je suis désolé. Le médecin retrouve le sourire. Je vais aller voir la famille. Donc il s'est réveillé. Un petit peu. Un petit peu. C'est très lent, mais c'est mieux que tout à l'heure. D'accord? Donc il nous répond. Il a des signes de réveil. D'accord. Bon, ça va prendre du temps, mais il va probablement se réveiller. Conduit en réanimation, l'homme a refait un coma le lendemain.
Son foie a finalement lâché. Il n'a pas survécu. Tous les ans, les médecins du SAMU de l'hôpital Mont-d'Or de Créteil réalisent 7500 interventions dans tout le Val-de-Marne. À chaque fois, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils évoluent toujours sur un fil, pour le meilleur ou pour le pire.